Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de revenir sur le concept d'investissement value. Alors j'avais déjà parlé de ce mode d'investissement dans la vidéo Comment investir comme Warren Buffett. Et donc je vous propose de revenir sur ce style d'investissement. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question dans les commentaires ou même par mail. Voilà, donc je vous propose de revenir un peu plus en détail de ce que j'avais pu faire dans la vidéo sur Warren Buffett. Donc, ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo de parcourir 4 étapes. La première, c'est déjà de revenir sur les principaux styles d'investissement, donc assez rapidement pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de voir mes précédentes vidéos. Ensuite, on verra la performance qu'on peut attendre du style d'investissement value par rapport à l'investissement plutôt croissance. On va voir, c'est un peu les deux grands styles qu'on compare souvent. Ensuite, on verra les principales caractéristiques de ce style d'investissement value. Et enfin, on verra un exemple de valeur de value par rapport à une valeur croissance, voilà, en chiffres pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne, comment on compare un peu ces deux styles d'approche. Donc déjà, pour commencer, la première partie, à quel moment on va investir en bourse de façon, donc encore une fois, value. Alors déjà, sur les styles, les types d'investissement. Donc juste pour rappel, lorsque vous investissez en bourse, il y a deux grandes approches possibles. Soit vous investissez en sous-traitant vos investissements boursiers, et là, vous allez passer par des fonds communs de placement, donc soit par un PEA, soit en assurance vie. Donc là, ce qu'on avait vu dans plusieurs des précédentes vidéos, c'est qu'évidemment, le gros inconvénient de cette approche-là, c'est que vous allez la plupart du temps sous-performer les indices boursiers, donc dans même 95% du temps. Et ça, c'est principalement lié aux frais de gestion des différents fonds professionnels, tout simplement. Et donc le deuxième style d'approche lorsqu'on investit en bourse, c'est de faire l'approche directe, c'est-à-dire de vous-même acheter les valeurs boursières. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites de la gestion active, c'est-à-dire vous-même vous achetez les actions, les titres qu'on va appeler les titres vifs. Donc vous achetez vous-même les actions au sein, par exemple, d'un PEA ou d'un compte titre. Soit vous achetez ce qu'on appelle des trackers, des ETF. Donc là, c'est plutôt une approche passive. Donc vous allez acheter des grands indices. Voilà, en fait, c'est des fonds communs de placement, mais qui répliquent un indice, qui ont du coup des frais très bas, et du coup, vous êtes beaucoup plus proche en termes de performance des indices. Voilà, et du coup, évidemment, lorsqu'on fait de la gestion active, qu'on choisit soi-même ses valeurs, l'objectif, c'est d'essayer de faire mieux que les indices. Sinon, à ce moment, il vaut mieux pas s'embêter, prendre directement des ETF. Donc, les gestionnaires, les gens qui font de la gestion active vont essayer de surperformer autant que possible le marché boursier dans sa moyenne, bien évidemment. Donc, à partir du moment où vous faites de la gestion active, c'est là où on va voir le concept d'investissement value. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous faites de la gestion active, donc vous avez deux grandes possibilités, soit l'analyse technique, donc l'analyse graphique quand vous achetez des actions, soit l'analyse fondamentale. Donc là, pareil, on l'avait vu dans précédentes vidéos. Moi, je crois pas du tout à l'analyse technique, puisqu'il n'y a aucun retour d'expérience qui prouve que l'analyse technique donne de bons résultats. A contrario, l'analyse fondamentale a prouvé à de nombreuses reprises, et notamment le prouve par des fonds professionnels, qu'on peut clairement surperformer le marché. Voilà, donc c'est évidemment, moi, c'est la méthode que j'utilise et c'est la méthode que je vous présente dans l'ensemble de mes vidéos. Et donc, en analyse fondamentale, vous allez avoir 4 types de possibilités d'achat d'actions. Vous allez avoir soit les actions dites de rendement, là c'est plutôt des actions à dividendes qu'on va rechercher, donc souvent des actions qui versent des dividendes par exemple supérieurs à 4%, soit des actions de type croissance, donc là c'est lorsque vous allez chercher des valeurs qui ont des chiffres d'affaires en forte croissance ou des bénéfices en forte croissance, mais du coup vous allez regarder souvent d'un peu moins près le prix de la société. Les actions value, donc c'est l'objet de la vidéo, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Et enfin les actions spéculatives, qui sont là des sociétés dans des cas un petit peu particuliers, soit des sociétés qu'on appelle en recovery, c'est-à-dire des sociétés qui étaient en perte et qui remontent en positif. Donc c'est souvent des sociétés qui ont été massacrées en bourse, qui ont été en perte, donc qui ont fortement baissé. Donc là c'est assez spéculatif, donc comme son nom l'indique. Ou alors sur les sociétés à très forte croissance, on le voit par exemple typiquement dans les biotechnologies, ce type de société. Ou alors des sociétés liées à l'actualité. Voilà, donc ça c'est plutôt les actions spéculatives. Et en fait globalement, les actions de rendement, bah, plutôt attacher le style action de rendement plutôt à l'approche value, puisque là on va rechercher plutôt des sociétés pas très chères pour avoir effectivement des dividendes importants. Donc on est plutôt sur les sociétés matures, donc encore une fois on va le voir, ça rentre plutôt dans la case value. Et les actions spéculatives rentrent plutôt dans la case des actions de croissance. Voilà, donc au global, en fait, on a pour synthétiser, on a deux grandes possibilités lorsqu'on fait de l'action de l'investissement boursier en achetant directement les titres, soit plutôt approche value, soit plutôt approche croissance. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est en termes de performance historique, quand on compare ces deux grands styles d'investissement, qu'est-ce qu'on constate sur les perfs historiques. Donc là, j'ai sorti deux graphiques
du site FactSet, qui est une société qui fait de la gestion de données, l'analyse de data sur les marchés boursiers. Et donc, il fait justement cette analyse-là entre l'approche value et l'approche growth, donc qui dit croissance. Et donc, ce premier graphique montre la performance depuis les années 75. C'est deux indices qui sont comparés, le MSCI World Value et le MSCI World Growth. Donc, dans le MSCI, on a un certain nombre d'actions, on ne va pas rentrer trop dans le détail sur comment sont construits ces indices, mais globalement, ça donne quand même une bonne tendance entre les deux styles de gestion. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur les 30 dernières années, même sur les 40 dernières années, on a la gestion value qui a quand même clairement surperformé l'approche croissance. Alors on voit que les deux indices sont quand même assez corrélés puisque voilà, lorsqu'il y a des phases de baisse ou de phases de hausse, ben, on a bien les deux indices qui suivent la même tendance. Par contre, on voit par exemple sur la baisse de l'an 2000, on a une baisse sur l'indice growth qui semble plus marquée que sur l'indice value. Donc ça s'explique principalement parce qu'il y avait eu la bulle Internet dans les années 2000 qui a du coup impacté plus fortement évidemment les actions de croissance. Voilà. Par contre, c'est moins le cas en 2008. En 2008, on peut avoir l'impression que l'indice value a davantage baissé que l'indice croissance puisque là, c'était quand même une baisse généralisée des marchés. Voilà, et donc bon, on va pas rentrer trop dans les détails de ces deux évolutions, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit que l'indice value a surperformé, puisque voilà, depuis une quarantaine d'années, on a à peu près 6000% de performance en valeur croissance par rapport à plus de 12 000 en valeur value, donc ça voudrait dire qu'on a un écart quand même de 2, c'est assez conséquent. Bon, ça donne une idée. Après, évidemment, encore une fois, entre ces deux indices, il faudrait voir exactement dans le détail ce qui est de quelle valeur ils sont composés, mais ça donne déjà quand même une indice entre les deux approches. Et donc, on peut quand même considérer, sur la base déjà de ce graphique-là, que effectivement, la stratégie value a vraiment un intérêt et mérite d'être regardée de près. Et après, le deuxième graphique que j'ai trouvé intéressant sur le même site, c'est une comparaison entre la performance sur 5 années glissantes entre croissance et value, et là on voit que sur 5 années glissantes, dans 75% des cas quasiment, la value a fait mieux que le style croissance. Et ça, l'information qui est intéressante là-dessus, c'est qu'en fait, on pourrait peut-être imaginer que sur le très long terme, la value a été plus performante que sur la croissance, mais ça pourrait par exemple s'expliquer sur une surperformance sur quelques années seulement. Mais ce deuxième graphique prouve que non, c'est quand même une surperformance qui est régulière dans le temps, puisqu'encore une fois, sur 5 années glissantes, on a 3/4 de chance de faire mieux avec une approche value qu'avec une approche croissance. Voilà. Et donc, on voit un certain nombre de points. Par exemple, la bulle Internet, évidemment que pendant les années 99-2000, là, sur les 5 années glissantes, ben, la croissance a quand même largement surperformé la value, puisqu'on était en phase de bulle. Et on voit également que sur l'année, par exemple, 2018, là, pareil, on avait quand même, sur ces dernières années, la croissance qui avait également surperformé la value. Voilà. Bon, après, ça pourra peut-être se renverser sur les prochaines années. C'est une raison, à mon avis, supplémentaire qui justifie le fait qu'on s'intéresse particulièrement aujourd'hui, en 2019, à l'approche value, qui peut-être surperformera dans les prochaines années l'approche croissance, étant donné que sur les 5-10 dernières années, c'est plutôt l'approche croissance qui a surperformé. Voilà, donc tout ça, pour synthétiser en termes de performance, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, l'approche value a prouvé son efficacité dans le temps, donc c'est une raison déjà tout à fait valable pour explorer cette stratégie. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est les principales caractéristiques de l'approche value. Donc comme on l'avait vu dans précédentes vidéos, vous avez deux grands styles d'investissement value, c'est qu'on va appeler la pure value. Donc là, le père fondateur, on va dire, de cette approche, c'est Benjamin Graham. Là, en fait, on va analyser vraiment, c'est une analyse du bilan des sociétés. Et là, on va regarder à ce que le patrimoine net de la société soit supérieur à la capitalisation boursière. En fait, l'idée, c'est que la valeur du patrimoine de la société soit supérieure à son prix, tout simplement, si demain la société était amenée à être liquidée. Donc ça, pour rentrer un peu dans les détails de cette stratégie-là, je vous invite à regarder la vidéo sur comment calculer le prix d'une action que j'avais faite. Donc c'est la deuxième vidéo sur ce sujet-là, où je rentre vraiment dans le détail de cette stratégie-là, de ce mode de calcul-là. Et après, la deuxième approche possible, la value, alors là, c'est plutôt du style Warren Buffett, où là, c'est plus une actualisation des revenus. Alors sur des sociétés généralement matures, avec une croissance maîtrisée, on va dire, donc relativement faible. On n'est pas sur des sociétés à forte croissance comme on l'a vu précédemment. Et là, la stratégie, c'est de dire que sur ce type de valeur de croissance maîtrisée, on a une actualisation des revenus ou des free cash flow qui est supérieure à la capitalisation boursière. Et là, je vous invite à regarder la première vidéo que j'avais fait sur comment calculer le prix d'une action, qui rentre vraiment dans les détails de ce mode de calcul.
Voilà, donc ça déjà, d'un point de vue caractéristique, c'est les deux principales approches pour faire du calcul de value sur les comptes d'une société. Ensuite, une autre caractéristique importante de ce style de gestion, c'est le postulat de départ. En fait, le postulat de départ le style value, c'est de dire que la croissance qu'on prévoit sur les sociétés est trop imprévisible et du coup, il est finalement plus sécurisant de prendre une société dont les prévisions de croissance sont raisonnables, sont liées, on va dire par exemple à la croissance du PIB du pays, et donc faire un calcul d'actualisation là-dessus, plutôt que de prendre des sociétés qui ont des taux de croissance qui sont très ambitieux et sur lesquels il y a quand même des chances importantes que finalement on n'atteigne pas le niveau de croissance initialement calculé. Voilà, donc ça c'est le postulat de départ, c'est de dire finalement il est plus raisonnable de prendre des sociétés dont la croissance est peut-être plus modérée mais plus sécurisée que les autres. Ensuite, une autre caractéristique importante de cette approche value, c'est que finalement les taux directeurs, les taux bas privilégient les valeurs de croissance. Donc ça on le verra sur l'exemple tout à l'heure. Et du coup, le style value, son avantage, c'est qu'il est un peu moins corrélé finalement au taux sans risque, notamment pratiqué par les banques centrales. On le verra encore une fois dans l'exemple tout à l'heure. Et enfin, la quatrième caractéristique, c'est que du coup, en tenant compte des trois premières caractéristiques, vous allez finalement être sur des valeurs plutôt de faible croissance, plutôt des actions de type cyclique, parce que c'est là où on va aller payer le moins cher sur le marché, et également les actions peu visibles. Donc au final, si vous tenez compte normalement, notamment des types de calcul, donc du premier point, les deux approches possibles en pure value ou en value, vous allez voir que finalement vous allez toujours retomber sur le même style de société qui correspondent à ce qu'on vient de dire précédemment. Voilà, donc ça c'est un peu les principales caractéristiques. Et maintenant, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est un exemple tout simplement. Je vais vous illustrer par deux types de sociétés, soit une société de croissance, soit une société de value, pour que vous puissiez bien comprendre la manière de fonctionner, le type de calcul qu'on va faire pour des actions de type value. Donc là, je reprends un tableau que je vous avais présenté dans comment calculer le prix d'une action avec la méthode d'actualisation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment est construit ce tableau, mais en fait, dans les grandes lignes, l'idée de ce tableau-là, c'est qu'on va construire les revenus de la société sur le long terme, actualiser ces revenus et du coup en déduire le prix théorique que devrait avoir la société aujourd'hui. Donc j'ai une société A qui correspond à une société de croissance et une société B qui correspond à une société plutôt mature, qui a une faible croissance à court moyen terme. Donc la société A, on a pris sur les deux sociétés un rendement cible identique, par exemple de 8%. J'ai pris donc celle qui est en croissance. J'ai estimé par exemple, c'est un exemple évidemment, on va estimer par exemple à 20% de croissance par an sur les 5 prochaines années, puis de 5% de la 5e à la 10e année, puis 3% au-delà de la 10e année. Donc là, on a le résultat net de la société aujourd'hui qui est par exemple de 15,9 euros. Bon là, on pourrait parler en millions d'euros, en ce que vous voulez, c'est juste pour vous donner un chiffre initial. Et donc, on a construit le tableau tout simplement sur une centaine d'années pour... Alors, on n'a pas besoin d'aller jusque-là sur le calcul d'actualisation, mais pour donner une petite idée sur le long terme. Et donc, on a tout simplement le calcul du résultat projeté en fonction de ce niveau de croissance. Et lorsqu'on actualise ces valeurs, on arrive donc à une valeur théorique de société de 635 euros et du coup un PER cible d'à peu près 40. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour une société qui, encore une fois, ferait la croissance qu'on a indiquée dans ce tableau et qu'on recherche donc un rendement de 8%, on pourrait en théorie payer le prix de cette société jusqu'à 635 euros. Encore une fois, le détail du calcul, je vous invite à revoir les vidéos précédentes pour bien comprendre le raisonnement. On fait le même calcul avec la société B, mais là, on met une croissance sur les 5 prochaines années uniquement de 5%, de 5 à 10 ans de 0 et plus de 10 ans de 0. Si on prend le même résultat net l'année N, évidemment, on va avoir une valeur actualisée qui est évidemment beaucoup plus basse que précédemment, puisque la société n'a évidemment pas de croissance projetée sur le long terme. Donc là, ce qui correspond du coup à un PER dans ce cas de figure d'à peu près 15. Bon, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur au niveau des chiffres. Le PER, c'est un indicateur, il y en aurait d'autres à regarder, mais c'est juste pour un peu simplifier l'approche. Une fois que vous avez fait ce calcul-là sur la société, ce qui est intéressant de voir, c'est de reprendre donc les principales caractéristiques du style value. Et une des caractéristiques, c'est du coup de dire que le postulat de départ, c'est que la croissance attendue est imprévisible. Donc en fait, sur le style value, du coup, on est bien d'accord que le style value va correspondre plutôt à la société B. Et là, vous allez chercher à acheter la société B à une valeur, une capitalisation boursière en dessous de 241 euros pour du coup espérer gagner une plus-value sur le moyen long terme. Et on va dire que la croissance que vous avez projetée sur cette société
et par exemple de 5%, c'est peut-être assez conservateur, c'est peut-être lié à la croissance du PIB du pays. Donc a priori, vous ne prenez pas forcément beaucoup de risques. A contrario, sur la société A, évidemment, de la même manière, votre objectif, ça va être de payer la société A à moins de 635 euros. Par contre, si par exemple vous payez la société à un instant T 500 euros, mais que d'un autre côté, la croissance sur les 5 prochaines années n'est plus de 20%, mais tombe par exemple à 10%, vous voyez que tout de suite, la valeur théorique de la société baisse fortement, on était à 635 euros et on passe donc à 429 euros de valeur théorique. Donc immédiatement, si la forte croissance qui était prévue n'est pas atteinte, la valeur théorique de la société baisse fortement. Alors évidemment, sur les sociétés dont on n'a pas prévu de croissance, le calcul va être identique, sauf qu'on a quand même moins de chances d'avoir une baisse de 5% à 0% de croissance qu'une baisse de 20 à 10%. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez sur le raisonnement, mais on va dire que d'un point de vue risque, on a quand même moins de risques d'avoir de mauvaises surprises sur une société où on n'a pas projeté forcément des croissances importantes que l'inverse. Donc ça rejoint du coup la caractéristique que je vous expliquais sur l'approche value. Le deuxième point qui est intéressant de constater, c'est le rendement cible. C'est-à-dire en fait le rendement cible correspond donc au taux sans risque plus la prime de risque. Donc en règle générale, la prime de risque sur les actions est entre 5 et 6%. Et du coup, actuellement, on peut considérer que le taux sans risque est à peu près à 2%. Ce qui est intéressant de constater, c'est que si demain le taux sans risque était amené à augmenter, si par exemple les taux des directeurs montent sur l'ensemble des banques centrales, il est possible que le taux sans risque soit du coup augmenté de 2 à 4%. Par exemple, si demain l'ensemble des fonds monétaires propose du 2 ou du 3%, évidemment le taux sans risque du coup va augmenter de la même manière et du coup les investisseurs qui vont aller sur les actions vont peut-être non plus rechercher du 8%, mais par exemple peut-être du 10%. Et du coup là vous allez voir qu'il y a un impact assez fort et qui est plus fort sur les valeurs de croissance que sur les valeurs value. Ce qui est intéressant à faire comme exercice, c'est si on veut par exemple comparer deux sociétés, une de croissance et une mature comme la société B, au même prix de capitalisation boursière. Il faudrait du coup que pour être au même prix de capitalisation boursière, sur ces deux exemples-là, que sur cette société-là, on n'ait pas un résultat de 15,9 mais de 41,5. Là, vous voyez que si on avait un résultat net de 41,5, la société vaudrait de façon théorique 630 euros. Donc là, on est à 635, donc il faudrait être à 41,8. Voilà. Donc il faudrait être à 41,8 euros de résultat en première année, avec la croissance donc, que j'indiquais précédemment, versus une société qui affiche des croissances qu'on a vues également précédemment et qui affiche en première année 15,9 pour être sur un prix théorique équivalent de 635 euros. Maintenant, si le taux sans risque plus la prime de risque passe à 10%, vous voyez que sur la société de croissance, on a une valeur du coup théorique qui retombe à 439, alors que sur la société dite mature, dite value, on passe d'un taux sans risque de 8 à 10%. Là, on retombe uniquement à 500 euros. Donc, vous voyez en fait que le taux sans risque, du coup, a un impact qui est beaucoup plus important sur les valeurs de croissance que sur les valeurs matures sur lesquelles on a un taux de croissance attendu qui est inférieur. Et du coup, ça, c'est également une des principales raisons pour lesquelles les valeurs de croissance ont le plus performé sur les 10 dernières années par rapport aux valeurs value. C'est parce que les taux sans risque ont baissé de façon assez importante sur les 10 dernières années et du coup, ça a clairement favorisé les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Si demain, les taux étaient amenés à remonter, c'est du coup les valeurs value qui seraient à leur tour favorisées. Bon, j'espère que cet exemple vous a permis de bien comprendre la différence entre ces deux approches value et croissance et également les principales caractéristiques des approches value. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo était claire. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et puis je vous dis bien évidemment à très bientôt.